De tout temps, les 24 heures du Mans ont été synonymes de très haute technologie. C'est une évidence, c'est dans les gènes même du sport automobile. Oui, mais dans cette courte vidéo, je vais vous parler de très basse technologie, voire antique. Il est évident que les 24 heures du Mans ont grandement participé à la technologie qui préside sur la voiture d'aujourd'hui. Les exemples sont nombreux et pour n'en citer que quelques-uns, parlons de l'amélioration des revêtements des routes, tout simplement. Les 24 heures y ont grandement participé. Parlons également de l'invention des antibrouillards, apparus sur les Loren Dietrich en 1926. Et puis, il y a évidemment l'exemple le plus célèbre de tous, la transposition depuis le monde aéronautique vers le monde automobile des freins à disque sur les Jaguar Type C en 1953. Ok, tout ça, c'est bien beau. Mais parfois, lorsqu'on veut aller au bout d'une course d'endurance, la solution la plus simple et la plus éprouvée sera la meilleure. Et c'est bien ce qui m'est venu à l'esprit en contemplant les photos que m'a envoyées Vincent Laplot après la parution de la précédente vidéo sur les 24 heures 1925. Tout un lot de photos concernant la Loren Dietrich victorieuse cette année-là. Ces photos sont prises dans un cadre récent, c'est au circuit des remparts d'Angoulême. Sur la base de ces photos, je vous propose de faire un tour complet du propriétaire de cette Loren Dietrich parce que vous allez voir, ça fourmille de détails croustillants. À commencer sur cette vue de côté par la taille ridiculement petite de cette portière. En fait, elle permet à peine de se faxer dans la voiture. Avec cette autre vue, gros plan sur un détail que j'avais déjà abordé dans la vidéo de 1923, remarquez qu'il y avait bien un avertisseur sonore. Juste au-dessus de l'avertisseur sonore, on trouve un phare additionnel. Et j'y reviendrai en inspectant de plus près le cockpit de la voiture, on le regardera sous un autre angle. Allez, on soulève maintenant le capot moteur et on découvre le 6 cylindres en ligne de 3,5 litres de la Loren Dietrich. Ce moteur développait environ 100 chevaux, ce qui permettait à la voiture d'atteindre environ les 150 km/h sur les longues lignes droites du circuit. Allez, on se glisse maintenant à l'intérieur du cockpit et on découvre, à droite du pilote, le manomètre de pression d'essence avec sa molette de réglage. Juste devant, on découvre le frein à main articulé au plancher et de même pour le levier de vitesse, comme vous pouvez le constater, il y a un petit 3 sur la boule en bois. Évidemment, la boîte de vitesse de la Loren n'avait que 3 rapports. Sur la gauche du pilote, on retrouve le projecteur additionnel dont je vous ai déjà parlé et vous découvrez au cul de celui-ci un rétroviseur. C'était assez souvent le cas à l'époque, il était souvent localisé à cet endroit. En face du pilote, on retrouve l'énorme volant. Et oui, souvenons-nous, à l'époque, les directions ne sont pas assistées. Pour faire pivoter les roues, il faut exercer un couple important. La solution, c'est de donner un grand diamètre au volant. Juste derrière ce volant, et dans l'axe des yeux du pilote, on retrouve évidemment le compte tours gradué jusqu'à 4000 tours minute. Du côté passager de ce que l'on peut réellement appeler au sens propre une planche de bord, on retrouve un manomètre de température d'huile ainsi qu'une horloge. Ouais, sûrement pour ne pas louper l'heure du barbecue. Et sous la plaque commémorative de participation de la voiture aux 24 heures, on trouve une médaille de Saint-Christophe. Alors, la question est de savoir si cette médaille du Saint Patron des voyageurs était déjà présente pendant la course pour la protéger du mauvais œil, ou est-ce un ajout des propriétaires ultérieurs. Dans la zone centrale, posé sur une plaque métallique, on trouve un contacteur pour l'allumage, un autre pour l'éclairage. On trouve un manomètre pour l'ampérage, un manomètre pour la pression d'huile, ainsi qu'un compteur kilométrique. On trouve également sous cette plaque un petit contacteur qui devait permettre de passer sur la réserve d'essence. Mais le détail le plus croustillant de cette planche de bord, on le trouve réellement en zone centrale, juste au-dessus du tachymètre, et il s'agit d'un boulier. Mais vous allez me dire, pourquoi un boulier ? C'est tout simple. Rappelez-vous, je vous l'ai dit dans la vidéo sur les 24 heures 1925, les pilotes doivent respecter un minimum de 20 tours entre deux ravitaillements. Et ces 20 tours de l'époque durent une éternité. Donc comment voulez-vous que sur une période de 4 à 5 heures, un pilote se souvienne du nombre de tours qu'il a parcouru depuis son dernier ravitaillement ? Avec un boulier, c'est tout simple. À chaque fois qu'il passe devant les stands, il fait basculer une boule d'un étage à l'autre et comme ça, il compte les tours. On peut penser que la petite pince crocodile qui pendouille au bout de la chaîne permettait de s'assurer qu'aucune des boules ne descende d'un étage à un autre pour troubler les calculs. À l'époque, les pilotes étaient rarement pas notés, ils devaient se débrouiller par eux-mêmes pour compter le nombre de tours. Donc le boulier était là pour pallier à cet inconvénient.
Sur l'image, on compte 19 boules, alors qu'un relais devait en durer 20. Bah oui, mais dès que les 19 boules étaient sur la même rangée, le pilote savait qu'il pouvait s'arrêter au stand pour ravitailler sans commettre une infraction réglementaire. Donc voilà, j'espère tout simplement que maintenant vous me croyez quand je vous dis que la technologie la plus simple, la plus antique, peut être celle qui vous permet d'aller à bon port. Mais je voudrais pas vous quitter sans vous donner une autre information relative aux 24 heures 1925. Cette info, je l'ai trouvée sur le forum Autodiva. Merci Jean-Fred au passage. Et elle concerne le prix des terrains des raineries exigés par le ou les propriétaires de ces dits terrains. Souvenez-vous, dans la vidéo sur le départiplement, je vous avais parlé d'un certain conflit entre le propriétaire du terrain des raineries et l'Automobile Club de l'Ouest qui comptait acheter ces terrains pour y installer définitivement ses tribunes. Je vous avais parlé d'une certaine inflation entre le prix auquel le propriétaire avait acheté les terrains et le prix auquel il comptait les vendre. Eh bien, grâce à des extraits d'articles de journaux qui sont publiés sur le forum Autodiva, j'ai même pu trouver le prix des terrains que le propriétaire en attendait. Visiblement, de ce qui est annoncé dans l'article, le propriétaire avait acheté ces terrains 3000 francs l'hectare et il comptait les revendre x 10 à la CO. 30 000 francs l'hectare. 30 000 francs l'hectare, je vous ai fait la conversion, ça correspond à 2 700 000 euros d'aujourd'hui. 30 000 francs de 1925, 2 700 000 euros aujourd'hui. L'hectare. Et il fallait en acheter un paquet d'hectares. Mais le mieux, ce propriétaire, qui n'avait peur de rien, avait fixé un ultimatum à la CO. Si au 1er juin ses exigences n'étaient pas satisfaites, il multipliait encore ce prix par 2, soit x20 par rapport au prix auquel lui-même l'avait acheté. Et là, on se dit que vraiment, Georges Durand a bien fait de ne pas céder et d'expatrier ses tribunes dans les Hunaudières. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était imprévue, mais il me semblait intéressant de vous apporter ces informations complémentaires que je n'avais pas au moment où j'ai réalisé la grosse vidéo sur 1925. La prochaine fois, on se retrouve pour ce que je vous avais annoncé, 1969, la Ford GT40, la fin du départiplement.